Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie ? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. On sait que à peu près le 80% de nos pensées sont négatives. Donc si on élimine petit à petit, il faut en prendre une ou deux par... il faut une mécanique. Mais si petit à petit on enlève la racine des pensées négatives, eh ben, on passe facilement de 60 000 pensées par jour à 6 000. Et quand on est à 6 000, on a de la place pour l'intelligence intuitive. Merci d'être avec nous. Celui qui s'installe sur les canapés, c'est pas la première fois, et c'est un habitué de la maison, et on est toujours très très heureux de l'écouter, de le recevoir et de connaître un petit peu son expertise. David Perroux est installé sur les canapés. Bonjour David. Bonjour Marc. Merci d'être là. Avec grand plaisir. Merci. On garde un très bon souvenir des précédentes émissions qu'on a enregistrées ensemble. Mais moi aussi. Et je suis toujours très admiratif de ceux qui arrivent à pondre des pavés, des bouquins incroyables. Et quand je vois qu'au bout d'une vingtaine de pages, moi je suis déjà épuisé à l'écriture, je me dis voilà, c'est fascinant. Et le petit dernier, c'est un beau pavé. C'est un beau pavé. Voilà, aux éditions Jouvence, c'est un roman sous les arbres du destin. David Perroux, il faut lire ça parce qu'au-delà du roman, et c'est ça qui est intéressant, et on va voir ça avec vous, c'est que je suis aussi fasciné par ces auteurs qui passent par le biais du roman pour extraire leurs pensées, en fait, ou pour mettre leurs idées en avant. C'est plus facile, le roman ? Moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Déjà, ça évite de tout aspect moralisateur. Hein. On n'est pas en train d'expliquer quelque chose, on est en train de faire vivre une histoire à des protagonistes. Ouais. Mais il y a un message, il y a toujours un message. Il y a toujours un message, ouais. Évidemment. Ouais. Ce que j'aime beaucoup dans le roman, on l'a dit dans des émissions précédentes, mais pour ceux qui ne les ont pas vues, moi je suis spécialiste en sciences noétiques, donc ça fait 30 ans que j'étudie la conscience, un peu par tous les biais possibles. Et ce que j'aime beaucoup dans le roman, c'est qu'on peut partager des tendances scientifiques qui ne sont pas confirmées. Si je les écrivais dans un essai ou dans une publication, il y aurait un tollé, parce que c'est des tendances. On est en train de penser que le monde est comme si, que l'humanité est comme ça, qu'il y a ce genre d'interaction. Ouais. Mais d'un point de vue scientifiquement pur, c'est pas encore prouvé. Et du coup, dans le roman, on peut laisser le lecteur apprécier ces tendances en se disant, je mets moi-même la limite. Pour moi, ça, à partir de là, c'est du pur roman. Et chacun a une limite différente. Donc, il y a des gens qui me disent, moi, j'ai lu ton dernier livre, David, et j'ai l'impression que tout est vrai. Exactement. Ou alors que c'est une vision de notre société et de ce que vous aimeriez que notre société soit. Exactement. Ouais. En fait, en réalité, sous les arbres du destin, il y a des aspects scientifiques qui sont aussi vrais que possible. J'essaie toujours d'être juste sur ces aspects-là, de ne pas exagérer. Mais après, il y a une histoire. Et puis, sous les arbres du destin, c'est l'histoire, au fait, ça se passe pas sur Terre, hein, ça se passe sur un monde imaginaire, un monde imaginaire. Mais... L'endroit, je voudrais pas le prononcer. Comment ça s'appelle ? C'est Walhalla. Ouais, c'est ça, Walhalla. Exactement. C'est un monde qui revient dans tous mes romans, ouais. Mais dans chacun de mes romans, c'est un peu... c'est la planète aboutie, c'est l'exemple. C'est au fait l'exemple de comment une civilisation humaine peut vivre en harmonie avec la nature et entre eux, entre les êtres humains. Et avec ses 12 commandements. Si on veut, ouais. En tout cas, avec énormément d'empathie, énormément de respect, et surtout en étant ce que j'appelle moi un chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il utilise son intelligence pour harmoniser et vivre en harmonie avec la nature, avec les animaux, avec tout le monde végétal, animal et minéral. Et pour moi, ça, c'est
c'est un peu le but ultime. Donc voilà, là, dans Mes Autrement, c'était l'exemple. C'est la planète à laquelle il faudrait tendre. Et puis dans ce roman-là, j'ai voulu essayer d'expliquer comment cette planète-là, qui a probablement vécu les mêmes étapes que nous, donc des villes surpeuplées, surpolluées, des gouvernements très égocentriques, etc., comment elle a réussi à tout d'un coup renverser la situation et prendre un autre chemin. Est-ce que c'est une vision très optimiste de notre futur, ou est-ce que c'est une vision utopiste de notre futur ? Le futur nous le dira. Le garçon botte en touche. En tout cas, c'est la vision idéaliste que vous aimeriez voir de notre futur. Disons, en écrivant ce roman, mais ça fait longtemps, hein, c'est une tendance que j'avais déjà dans mes autres romans, de vouloir tendre vers ce style de vie harmonieux, qui, à mon avis, est la façon de vivre où tout le monde s'y retrouverait, où tout le monde, finalement, une grande partie de nos peurs, nos angoisses, de notre façon de vie anxiogène qu'on a aujourd'hui disparaîtrait. Donc, je ne pense pas que l'humain est fait pour vivre comme il vit aujourd'hui. La plupart du temps angoissé. Il n'y a pas tellement de sel à la vie si on a peur en permanence. Donc, je me suis toujours dit qu'il y avait une façon plus harmonieuse de vivre. Et dans ce roman-là, je vais vraiment chercher comment ça pourrait se passer. Et pour répondre à votre question, les conclusions auxquelles je suis arrivé, c'est que ça peut passer par une crise majeure, ou alors là, beaucoup de choses s'effondrent, et puis, comme le phénix, on renaît de ses cendres, et puis il y a autre chose qui émerge. Mais ça, ce serait une façon d'aller vers cette harmonie disharmonieuse, si tu veux. Et puis, l'autre façon, c'est qu'il y a un moment donné ce que les Anglais appellent un tipping point, c'est-à-dire quelque chose qui se passe dans la société qui fait que... Alors, j'ai choisi Sous les arbres du destin ce que je pense être le plus probable, c'est-à-dire qu'il y a une petite partie de l'humanité qui commence à vivre autrement et puis qui montre l'exemple au reste. One thing for sure, life is so simple. Get up in the morning, be grateful. Be grateful. Grateful. Don't have expectation. The moment you have expectation, and if it is not fulfilled, you become so unhappy. So I always say, whatever you do in life, just have two things. It can be, it cannot be. But be happy with both. So living moment to moment without expectation much is the best way of living, because for me, everything is happening now. Sur les 3 points de vue que vous évoquez, quel est celui qui vous semble le plus réaliste si on devait le confronter à ce que l'on vit aujourd'hui dans notre société ? Qu'est-ce qui vous semble être le plus cohérent entre ce que vous écrivez et ce que nous vivons ? Est-ce que c'est le cataclysme dont vous parlez au début ? Est-ce que c'est cette communauté qui visiblement une certaine éveil qui permet peut-être une évolution un peu plus positive de ce que l'on voit, ce que l'on ressent et ce que l'on vit aujourd'hui ? Disons, alors moi, travaillant avec la conscience, écoutant des émissions comme la vôtre, lisant des livres d'auteurs qui ont un regard assez éveillé sur l'avenir de l'humanité, j'ai cet optimisme-là qu'en fait, l'éveil des consciences d'un petit groupe va permettre à la masse, finalement, de s'éveiller. J'ai beaucoup d'amis qui me disent que je suis complètement timbré. mais parce que vous êtes d'une nature optimiste. Probablement, ouais. Alors, pour ceux, évidemment, qui ne connaissent pas David et qui auraient hiberné pendant quelques décennies, peut-être, vous avez fait des études de marketing, master en finance, vous avez dirigé et fondé l'Institut d'études du marché. Alors, le marché Mindset, c'est ça ? Alors, la société s'appelait Mindset. Ouais. C'était une société d'études de marché, d'études comportementales spécialisée dans les passagers aériens. On
travaillé dans le monde entier pour les aéroports, les compagnies d'aviation, les constructeurs d'avions. Bon, et ensuite, évidemment, pendant près de 20 ans, il y a des thématiques qui ont jalonné votre parcours et vous avez beaucoup écrit et étudié sur la cosmologie, sur la physique quantique, les neurosciences, l'évolution des espèces, les témoignages d'EMI, évidemment, tout ça sont des choses qui vous fascinent et que on retrouve évidemment dans l'ensemble de vos ouvrages qu'on affiche ici aux éditions Au Jouvence. On s'était vu d'ailleurs sur Devenez Génial, je crois. Absolument. Hein, c'était ça la précédente émission. Qui est mon seul ouvrage qui n'est pas un roman. Qui n'est pas un roman, exact, absolument. Et c'est vrai que dans ce roman en particulier, celui qui suscite l'intérêt que l'on a à échanger aujourd'hui sous les arbres du destin, il y a un petit côté... comment ça s'appelle, le film de James Cameron, Avatar. Avatar, oui. Et c'est vrai que tout ressemble à cette forêt magique. On pourrait, dans l'imaginaire, quand on lit cet endroit, on pourrait imaginer que c'est Avatar. Mais je crois que je vous ai expliqué quand on s'est vu la dernière fois, j'ai écrit Devenez Génial pour démontrer aux gens que l'humain a différents types d'intelligence. Et je travaille beaucoup là-dessus, je donne beaucoup d'ateliers en entreprise ou à des particuliers pour leur apprendre au fait à se connecter à ce que moi j'appelle l'intelligence intuitive. Et quand j'écris des romans, je suis connecté à mon intelligence intuitive. C'est-à-dire que les images de mes romans me viennent devant les yeux et moi je décris ce que je vois. Et souvent, d'autres personnes qui utilisent les mêmes façons de faire reçoivent des images très similaires. Et ça, j'en ai parlé avec d'autres écrivains. Alors, j'ai pas parlé avec James Cameron. J'aimerais bien. Si jamais il m'entend. S'il regarde la BC Talk. Rendez-vous est pris. Mais par contre, j'ai lu quelque part, j'ai jamais réussi à le vérifier, mais j'ai lu quelque part qu'il faisait fréquemment des sorties hors du corps. Et quand on voit Avatar, moi, c'est des images que j'avais déjà vues. C'est-à-dire que Avatar me touchait énormément parce que j'ai l'impression d'être dans cet endroit qui ressemble beaucoup à cette planète Valhalla que j'ai eue depuis mon premier roman. De temps en temps, quand j'ai mes images, j'ai les images de cette planète-là où la nature est exubérante, où les humains vivent en harmonie avec la nature. Et en gros, Avatar, c'est ça. Je pourrais pas. C'est vraiment. Ça ressemble vraiment à ce que je reçois comme image. Ouais, c'est ça. Et jusqu'à effectivement cette forêt, les couleurs et tout ce qui se dégage pour ceux qui n'ont pas vu Avatar. Regardez, il y en a 3 des Avatars là, je crois. Ou 2 2 en tout cas. 2, je crois. Il y a un troisième au tournage. Il y a un troisième, et ils ont tourné d'ailleurs le troisième pendant le deuxième. Exact. Je crois que c'est ça en fait l'histoire. Le pitch de Sous les arbres du destin. D'abord, alors si vous écrivez en canalisation, c'est presque ça. Alors, j'aime pas utiliser ce terme parce que je vois des images. Est-ce que c'est de la canalisation ou pas? Je ne sais pas. J'ai des images qui m'apparaissent quand j'écris mon roman. Ça, c'est quand même extraordinaire. Juste, dans quelles conditions vous écrivez? Alors, c'est un peu ce que j'écris, j'enseigne dans Devenez Génial et dans mes ateliers. C'est-à-dire que, qu'importe la condition, il faut se vider la tête. Il faut arriver à ne pas avoir 1001 pensées qui nous passent à travers le cerveau. Il faut réussir à faire le vide. Et c'est la seule chose qu'il y a à faire. Ça paraît simple, c'est pas forcément facile, surtout pour nous qui avons l'habitude de penser à 100 à l'heure tout le temps. Mais il y a un moment donné, et c'est ça qui me permet d'écrire ces romans, il y a un moment donné où il faut être capable, il y a plein de techniques, je pense que vous en savez encore plus que moi avec le nombre d'interviews que vous faites ici, mais toutes ces techniques qui permettent... moi, j'utilise beaucoup la respiration. Ouais, d'ailleurs, on en avait fait une la dernière fois. J'utilise beaucoup la respiration. En 2 temps. Oui, double inspi et puis une expi par la bouche très lente. Mais en réalité, c'est aussi simple que ça. Moi, je me mets en condition, j'utilise cette respiration. J'ai une routine le matin aussi pour bien commencer la journée. J'ai l'avantage, ça ressort aussi peut-être dans Sous les arbres du destin, de pouvoir bénéficier de la force de la nature, parce que j'habite dans un endroit face au lac, aux Alpes, etc. Et tout ça fait que j'arrive à écrire l'esprit libre. Et quand l'esprit est libre, on reçoit ces informations, cette intelligence intuitive dont je parle beaucoup dans Devenez Génial. Vous ne faites pas d'atelier d'écriture?
Je fais des ateliers d'écriture intuitive. Intuitive, mais sur la construction d'un roman ou sur la manière d'écrire, des choses comme ça, vous faites pas ça? Parce que je l'utilise pas. Parce que moi, mon roman, c'est uniquement de l'écriture intuitive. Alors, il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent avec un plan, avec un tableau Excel, une structure, etc. Ouais. Alors, moi, j'enseigne une autre façon d'écrire. Je fais des stages de 3 jours. À la fin des 3 jours, les gens sont capables d'écrire quelque chose en se faisant confiance. Moi, je connais jamais le chapitre suivant de mon roman. Je découvre, en fait, j'adore écrire un roman parce que je suis presque à la place du lecteur. Je découvre ce qui va venir après. Alors, avant qu'on parle du pitch, quelle différence vous faites entre une canalisation, même si le mot vous n'aimez pas, et une écriture intuitive? Oui, je dirais canalisation, ça peut prendre plusieurs formes. J'ai entendu ou j'ai parlé avec des gens qui ont des vraies canalisations. Ils ont carrément ils font de l'écriture automatique. Hein. Ils ont le poignet qui bouge pour eux, comme si c'était quelqu'un d'autre qui écrivait à leur place. Moi, je sens que c'est pas ça. Moi, je sens simplement que je m'ouvre à ce que j'appelle dans Devenez génial le web de l'univers, le champ d'information de l'univers, et que mon cerveau, comme on le fait nous avec notre téléphone ou notre ordinateur quand on fait une recherche sur le web, mon cerveau se connecte au web de l'univers, à un champ d'information qui m'aide dans l'écriture de mes romans. Mais l'intention, par exemple, l'intention d'écrire cette histoire de Valhalla, elle provient de moi. Puis ensuite, je me mets à disposition. Et je pense que par rapport à une écriture totalement canalisée, moi, je dis toujours, c'est une collaboration entre l'intelligence intuitive et l'intelligence intellectuelle, entre l'intuition que je reçois comme ça et mon mental qui va structurer, qui va quand même trier des choses que je reçois qui vont pas dans ce chapitre, qui va à un moment donné remettre de l'ordre, parce que des fois, ça vient en vrac, ça vient tellement vite que quand je me relis, je dis « Ouh là là, il faut quand même structurer un peu. » Donc, si vous voulez, moi, ce que je fais, c'est ce que j'apprends dans mes ateliers, je me mets d'abord à disposition pour télécharger la matière brute. Et puis ensuite... Ça paraît tellement simple comme ça. Ah non, mais c'est vrai, ça paraît tellement... On se dit, attends, mais bien sûr, mets-toi à disposition. Et puis tout va bien. Et ça va le faire. Mais franchement, les gens qui font ces retraites ou ces ateliers, ils viennent parce qu'ils ont envie de voir si c'est possible. Et à la fin des 3 jours, ils sont capables. Ils sont capables. Donc, on est tous capables d'avoir cette intelligence intuitive. Et j'en parle beaucoup dans Devenez génial, parce que ça rentre un peu... C'est quelque chose qui, à l'ère des intelligences artificielles, on en avait parlé aussi, nous redonne une vraie place à nous, les humains. Mais on est tous capables de la recevoir. Je pense même qu'on la reçoit en permanence, mais qu'on ne l'écoute pas parce qu'on a trop de bruit mental. Et du coup, voilà, c'est peut-être mon talent à moi d'arriver à me mettre à disposition, de télécharger cette matière brute, cette information brute, puis ensuite d'en faire quelque chose. Alors là, c'est plus moi, David Peroux, qui vais réarranger cette information, qui vais finir les chapitres à un endroit où on n'a pas envie de poser le livre pour aller se coucher, mais on a envie de connaître la suite. Donc il y a une vraie collaboration entre les deux facettes de mon intelligence. Alors on va arriver au pitch, mais j'avais une autre question, parce qu'au même moment que je vous parle, je me dis, tiens, n'oublie pas de lui demander ça. Vous parliez de votre routine matinale, avec les exercices de respiration, notamment que vous faisiez. Est-ce que... quel autre tips vous pourriez donner et exemple de cette routine matinale qui permettrait d'être dans cette écoute et ce fameux lâcher-prise qui permet d'accueillir cette information, ce flux d'informations qui arrive quand on est suffisamment ouvert? Je pense qu'on va se revoir l'année prochaine, parce que ce que je fais en routine matinale, j'en fais un petit journal qui va être publié aux éditions Jouvence au mois de janvier. Et que beaucoup de gens qui ont fait mes ateliers ou d'entreprises qui ont utilisé mes conseils m'ont demandé comment, en fait, on peut faire pour installer ça. Parce que, en fait, le mot routine est très, très important. Il faut habituer son cerveau à penser différemment. Et, en fait, la routine matinale que je conseille et que j'applique moi-même, alors moi, je mets d'autres choses parce que ça fait longtemps que je la fais. Mais en tout cas, la première chose que je conseille
à faire à ceux qui veulent tendre vers plus d'intelligence intuitive ou d'écriture intuitive, c'est de commencer par se vider le cerveau chaque matin. Donc d'écrire pendant 15-20 minutes tout ce qui leur passe par la tête. Tout, sans... Et puis ensuite, pas tous les matins, mais un matin sur 2 ou sur 3, selon ce qui nous convient, de relire ce qu'on a écrit, d'aller identifier ce qui est limitant ou négatif, et puis, dans le journal, de le reformuler un peu moins limitant. Je vous donne un exemple, par exemple, un client que j'ai qui il travaillait en France, et puis sa boîte a été rachetée par des Américains, et il est mort de peur, parce qu'il pense qu'il va se faire virer, et je lui ai demandé pourquoi est-ce que tu penses que tu vas te faire virer. Il me dit, parce que je ne saurais jamais l'anglais. Et c'est quelqu'un de 35 ans. Je lui dis, mais c'est ce que tu penses, que tu ne sauras jamais l'anglais? Oui, je ne suis pas fait pour l'anglais, je ne saurai jamais l'anglais. Je lui dis, et si tu reformulais ça? Puis il me dit, non, je ne peux pas reformuler ça, j'ai déjà essayé, je ne peux pas. Je lui dis, bon, écoute, on va faire une reformulation très douce, on va dire, et si à la place de dire « je ne saurai jamais l'anglais », tu dis « pour l'instant, je ne sais pas l'anglais ». Il me fait « ouais, ça me va ». Et puis, je l'ai eu quelques mois là plus tard, et puis il m'a dit « je commence à me faire à l'idée que je vais apprendre l'anglais ». Je dis « alors maintenant, tu changes ta reformulation comme ça ». Et au fait, cette technique routinière, dont je vais faire une méthode pour mieux aider les gens, c'est ça, c'est se vider la tête. Ensuite, ça c'est très important. Arriver à se vider la tête, et si possible le matin. Et je conseille même aux gens qui ont un cerveau hyperactif, qui les réveille la nuit avec des pensées incessantes, de le faire 2 fois par jour, de le faire une fois en se levant, une fois en se couchant. Mais l'idée, c'est de donner un endroit au cerveau. Et on n'est pas obligé de noircir des pages et des pages et des pages, hein, juste quelques idées comme ça qui... Alors, il y a de tout. Hein. Il y a des gens qui, en 20 minutes, écrivent 4-5 pages. Il y a des gens qui écrivent 4 idées. C'est égal, l'important, c'est d'avoir un dépotoir. C'est-à-dire d'habituer son cerveau d'avoir toutes ces pensées parasites et ces pensées qui vont dans tous les sens, à les poser 1 fois par jour, ou 2 fois par jour si vraiment on est au début et que ça bouillonne dans sa tête. Une fois que le cerveau s'est habitué à ça, et il faut une 60aine de jours pour qu'il s'habitue bien à ça, on remarque une énorme différence. On remarque que tout d'un coup, on n'a plus cette hyperproduction de pensée parce que le cerveau sait qu'il y a des moments précis où il peut le faire. Et il attend ces moments-là. Et du coup, il y a un certain calme qui apparaît le reste du temps. Et puis, le fait de reformuler, d'aller regarder dans ce qu'on a écrit, de trouver des pensées négatives et limitantes et de les reformuler, ça fait que ça enlève de l'anxiété. Parce que il y a une grosse différence en disant « je vais me faire virer parce que jamais je peux apprendre l'anglais » et se dire « pour l'instant, je ne sais pas l'anglais ». Il y en a une qui fait peur, et puis l'autre qui est neutre, puis celle qui est neutre, qui peut-être 2 mois après va devenir positive, va faire en sorte que... On sait que à peu près le 80% de nos pensées sont négatives. Donc si on élimine petit à petit, hein, il faut en prendre une ou deux par... il faut une mécanique. Mais si petit à petit, on enlève la racine des pensées négatives, on passe facilement de 60 000 pensées par jour à 6 000. Et quand on est à 6 000, on a de la place pour l'intelligence intuitive. Et là, on parle d'écrire des romans. Mais en fait, on peut l'utiliser pour tout. Et oui, c'est valable pour tout. Ouais. Ça, c'est comme... Voilà, vous, Marc, vous allez trouver une solution pour venir en Suisse grâce à l'intelligence intuitive. Ça, c'est quand même fascinant. Et effectivement, on a toujours l'impression que c'est soit le travail d'une vie que d'être dans cette recherche de l'écriture intuitive ou de cet accueil, de la réception, du canal, peu importe quels que soient les mots qu'on utilise. On a le sentiment que c'est effectivement le travail d'une vie ou que c'est fait pour les autres. Mais on se rend bien compte qu'au travers de votre expertise, cette petite mécanique-là peut changer beaucoup de choses. Entre 60 et 90 jours, ça change tout. Ça, plus un peu de respiration telle que vous la préconisez. Alors, la respiration, mais ça prend 30 secondes. Mais la respiration, c'est plus... Par exemple, moi, quand je me mets... alors, je commence ma routine matinale par une respiration un peu plus longue que 30 secondes, juste parce que ça me fait du bien. J'essaie de la faire à l'extérieur, sur le balcon, face à la nature.
Mes clients qui habitent en ville, je leur recommande de temps en temps d'aller dans un parc, ou pas tous les matins, hein, parce qu'il ne faut pas non plus faire des choses impossibles, mais plus c'est impossible, moins la routine a de chances d'aboutir. C'est sûr. Mais je commence par une respiration, ensuite je fais ce dépotoir de pensée, et puis après j'ai ajouté des choses qui, moi, me font du bien. J'ai touché le micro, c'est pas très bien. Quelques exercices de gratitude, parce que je sais que ça me met en joie, quelques exercices de visualisation, mais chacun peut y mettre dans sa routine un peu ce qu'il souhaite. En tout cas, si le but est de faire cette routine matinale pour être plus intuitif, tant qu'on utilise cette routine matinale pour décharger son cerveau. Bon, on attend janvier 2026 pour la sortie de voilà, la méthode. Exactement, on en parlera un peu plus. On en reparlera. Alors, c'est vrai que quand j'ai dit tout à l'heure que vous avez fondé et dirigé effectivement cet institut d'études qui s'appelait Mindset, on se dit, et on connaît beaucoup de chefs d'entreprise, et on en fait partie, puisque évidemment ABC Talk est aussi une entreprise, on se dit, bon, maintenant qu'il a décroché de ça, il a le temps. Et cette notion du temps, chez beaucoup de gens, quand on vous écoute, quand on dit qu'il faut mettre ça en place, le rituel, les petites choses, les gens se disent, mais attendez, moi j'ai autre chose à faire le matin. Et on n'a pas nécessairement cet automatisme-là et cette envie-là. Et on pourrait se dire, bah voilà, maintenant que vous avez pris le temps, vous avez changé de mode de vie, que vous n'êtes plus dans ce tourbillon du chef d'entreprise, etc., vous pouvez faire les choses. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous répondent le temps ? Moi, je dis qu'il faut être capable de perdre du temps pour en gagner. Je suis plus chef d'entreprise, mais j'ai remonté une société. Je fais beaucoup de coaching maintenant. J'aide beaucoup les chefs d'entreprise à justement devenir plus intuitifs. Mon agenda est très, très chargé, presque plus qu'avant. Mais je ne mettrai pour rien au monde, je me remettrai dans des états de stress. C'est-à-dire que, par contre, en écrivant un roman grâce à l'intelligence intuitive, je l'écris beaucoup plus vite. Les gens qui travaillent avec moi, mon éditeur, sont très impressionnés à la vitesse où je peux écrire un roman. Ah mais c'est sûr. Ça, combien de temps vous avez mis pour l'écrire ? Ouais. Ah ouais. Ça, c'est quand même incroyable. Il y a quand même 500 pages, quoi. Ouais, donc, ouais. Et c'est 100 heures supplémentaires. C'est-à-dire que je fais ma routine du matin, je prends un bon petit déjeuner, je me mets à mon bureau, j'arrête à midi, je prends une pause, je lis, après mon repas de midi, je lis un petit truc, des fois je fais 20 minutes de sieste, puis je retravaille jusqu'à 5h30, et c'est tout. Ça laisse... Non, mais c'est fascinant. Donc alors, je pense que le temps, on a une mauvaise perception du temps. Et que on pense qu'on doit tout faire vite, tout faire en même temps. Le multitasking est devenu en fait une façon de faire qui semble être la façon de faire. Moi, je me rends compte que c'est la moins efficace, que si on fait les choses gentiment, les unes après les autres, qu'on planifie bien ses journées. Alors moi, évidemment, pour avoir le temps de faire ma routine avant que les enfants partent à l'école, etc., je me lève un peu plus tôt. Mais après, si je suis fatigué, je fais 20 minutes de sieste l'après-midi. Donc, mais quand je lui dis plus tôt, je me lève à 7h. Donc, c'est pas non plus... je me lève pas à 5h comme un moine. Comme certains le font. Hein. Parce que ça aussi, il y a beaucoup de gens qui préconisent. On a beaucoup parlé du Miracle Morning, on a beaucoup parlé de ces choses-là, avec le fait de se lever beaucoup plus tôt et puis de démarrer la journée différemment. Bon, chacun le fait aussi avec son ressenti et puis son état physique et biologique. Voilà, c'est ça. Ouais. Et moi, je pense que quand les gens, parce que j'ai énormément ça en atelier, et surtout avec les chefs d'entreprise, ils me disent, mais David, je n'ai pas le temps. Eh oui. C'est un faux problème, ça. Je pense que c'est un faux problème. Ouais, c'est un faux problème, mais ça veut dire changer d'habitude. Et changer d'habitude, c'est toujours très difficile. Et si vous avez habitué tout le monde autour de vous, votre famille, votre équipe au travail, ça demande un effort. Ça demande un effort. Il faut recabler, refaire des connexions dans le cerveau. Et c'est un effort qui dure entre 30 et 60 jours. Et il faut être prêt à le faire. Mais en gros, vous allez chez un coach sportif, vous n'avez jamais... Voilà, ça fait 5-6 ans que vous n'avez plus vraiment fait de sport intense. Vous allez chez un coach sportif, vous lui dites, d'ici une année, j'aimerais courir un marathon. Il va vous dire, il faut changer d'habitude. C'est-à-dire que tous les soirs après le travail, vous allez courir un moment.
vous réaménagez votre emploi du temps, vous allez courir et au bout de 3 mois, ça fait partie... Ne pas aller courir, c'est un problème. Donc c'est vraiment... et c'est souvent pour ça que les gens qui veulent changer prennent quelqu'un comme moi pour les accompagner. C'est que s'il y a ces 30 à 60 jours où il faut changer de routine, qui sont un peu compliqués, où là on a besoin de soutien, on a besoin de quelqu'un qui nous encourage. Et après, on se demande même comment on pouvait faire différemment avant. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent comme ça, intuitivement, de se dire, si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, je l'aurais mis en application bien avant? Mais évidemment, mais d'un autre côté, moi je préconise vraiment d'être très très empathique et bienveillant avec soi-même, parce que la vie est faite pour apprendre. Et je crois que c'est Einstein qui disait que l'imbécilité, c'est de répéter plusieurs fois les mêmes erreurs. Mais de les faire une fois, c'est de l'expérience. Et sans expérience, c'est impossible de... Alors, il y a des gens qui utilisent l'expérience des autres, et ça, je trouve très intelligent. C'est-à-dire que très tôt dans la vie, ils commencent à, justement, regarder des chaînes comme la vôtre, à lire des livres de gens qui sont passés par là, et à se dire, tiens, il y a quelque chose de juste dans cela. Puis il y a des autres dont je fais probablement partie, qui ont plutôt besoin de faire les conneries eux-mêmes pour ensuite apprendre et puis améliorer les choses. Ouais. Et c'est peut-être des late bloomers, comme on les appelle. Moi, j'ai écrit mon premier roman, j'avais 45 ans, je crois. J'aurais peut-être pu l'écrire, j'aurais peut-être pu en écrire à 25 ans et puis en avoir un peu plus à présenter aujourd'hui. Mais voilà, je suis déjà très heureux d'y être arrivé à cet âge-là. Alors le pitch, on y est, allez. Sur les arbres du destin, juste un mot déjà. Où trouvez-vous ces noms de personnages si difficiles à lire? Ils sont extrêmement compliqués. Ouais. Arin Zarov, Soleil Snider. Soleil Snider. Ila John. Ila John. Ouais. D'où ça aussi, ça vous vient comme ça? Vous pouvez pas avoir un Jacques, un Ludovic ou un Franck? Alors, je dirais, c'est un peu spécial pour ce roman-là parce qu'il se passe sur une autre planète. Donc, je me disais que si j'avais des Bernard, des Jacques, des Franck et des David et des Marc, c'était moins exotique. Voilà, exactement. C'est un peu moins exotique. Mais j'ai trouvé ça, je me suis dit, mais c'est incroyable, pourquoi avoir cherché ça? Alors, le pitch, je vous laisse le faire parce que, voilà, c'est assez étonnant. Le pitch, on en a un peu parlé déjà au début de l'émission, mais l'idée du roman, c'était de trouver pourquoi cette planète Valhalla, qui apparaît dans mes romans comme planète aboutie, où l'humanité vit en harmonie, comment elle a fait sa transition d'un stade qui est probablement le stade actuel ou le stade qu'on aura peut-être dans 20 ans, avec des grandes villes, beaucoup de pollution, des gouvernements très égocentriques, des personnes surchargées, etc. C'est aujourd'hui. C'est déjà aujourd'hui, effectivement. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. On y est. Et quand vous décrivez la situation, on y est. Oui, on y est. Ouais. On n'est pas loin. La situation du chaos dont vous avez parlé au tout début d'émission, c'est pas dans 20 ans. Oui. Elle est là. Alors, je sais pas si dans la grande ville, en Suisse, on est peut-être un peu protégé. Mais... Et puis dans la grande ville, de sous les arbres du destin, il y a des jours où ils peuvent pas sortir à cause de la pollution. Enfin, voilà, on y est presque. Mais comment de cet état planétaire, on arrive à trouver au fait une solution pour aller vers cet idéal. Donc ça, c'est vraiment le roman. Et le pitch du roman, on commence l'histoire avec un avocat qui est dans une de ces grandes villes, qui est à fond dans le système, c'est un des meilleurs avocats de la ville. Et il est en train de s'occuper d'un dossier très difficile, il défend un client indéfendable qui pollue avec des herbicides, etc. Et juste après une réunion compliquée avec ce client-là, il y a un étrange personnage qui vient, qui lui donne une clé USB qui contient au fait l'histoire de son arrière-grand-père. Et on voit qu'au fait, son arrière-grand-père a vécu reclus du monde dans une forêt primaire. Et on commence à suivre en parallèle l'histoire de cet avocat et d'une autre avocate qui est celle de la partie adverse, et les deux vont beaucoup se rapprocher. Et l'histoire
de l'arrière-grand-père qui, lui, vit en aparté de la vie, en harmonie avec la nature. Et puis cette histoire va commencer à changer tout le système de pensée de Johan, du personnage principal, qui va petit à petit être attiré dans cet endroit-là. Et qui va comprendre au fait que cet endroit-là doit absolument être préservé et doit servir de modèle au reste de la société. Alors, cette forêt magique, en fait, vous dites, c'est un bel endroit où il règne entraide, harmonie mentale, écologie, qui sont devenus les vrais piliers, en fait, les fondamentaux de cet endroit. Le bonheur intérieur a remplacé la richesse comme indicateur de réussite et la nature est aujourd'hui pleinement intégrée aux habitats. C'est votre modèle de société ? Oui, c'est le modèle de société idéal. C'est-à-dire, je suis beaucoup parti un livre qui m'a énormément influencé, c'est La vie secrète des arbres, de Peter von Leben, je crois, il s'appelle. C'est un forestier allemand qui a commencé à découvrir au fait que la forêt dont il s'occupait, il était garde forestier, il s'est rendu compte que la forêt était vivante et que c'était un méta-organisme fait de plein d'individus, mais tous ces individus étaient liés et qui avaient une intelligence globale. Et, qui peut en douter aujourd'hui ? Il y a pas mal de gens qui en doutent. Il dit dans son livre, d'ailleurs, que quand il a voulu commencer à gérer sa forêt selon ce qu'il avait compris, le gouvernement allemand lui a mis les bâtons dans les roues et qu'il s'est battu pendant 20 ans et que maintenant c'est la seule forêt en Allemagne qui se développe et qui est complètement saine, alors que les autres forêts, et qui n'a pratiquement plus besoin d'intervention humaine, alors que les autres forêts sont gérées comme on croit savoir gérer une forêt. Donc l'homme gère, il dit cet arbre est malade, je le coupe. Ici, on va utiliser le bois parce qu'on en a besoin pour l'industrie, etc. Donc l'homme gère la forêt partout ailleurs, et cette forêt en Allemagne, lui, il a dit non, on n'intervient pas, on préserve la forêt de l'intervention humaine, et puis c'est aujourd'hui une forêt qui est énormément visitée parce que elle est beaucoup plus dense, elle est beaucoup plus harmonieuse, elle est beaucoup plus vivante que les autres forêts. Et il a remarqué des choses étonnantes, notamment qu'il y avait des arbres mères qui s'occupaient du reste de la forêt, qui, à travers le mycélium, ce que moi j'appelle le Wood Wide Web, dans Devenez génial, je parle du web de l'univers, puis là je parle du web qui a sous la forêt, qui permet justement à toutes ces formes de vie de la nature de communiquer entre elles. Ces arbres mères s'occupent de la forêt et partagent, par exemple, s'il y a un arbre malade ou s'il y a un arbre qui doit pousser sur un terrain qui est trop sec, etc., elle va partager une partie de ses nutriments avec cet arbre qui risque d'être à plusieurs kilomètres à travers les réseaux, le Wood Wide Web. Et quand ces arbres mères qui ont beaucoup donné à la forêt meurent, souvent ils tombent, mais les troncs, au lieu de se dessécher et puis de revenir de l'humus et de revenir dans la terre, ils sont gardés vivants par le Wood Wide Web, justement par ce réseau. Donc c'est comme si la forêt rendait à ces arbres, en fait, les vénérait. Et quand j'ai lu ça, je me dis, mais quelle forme d'intelligence. On passe à côté d'une forme d'intelligence impressionnante, parce que c'est pas seulement une intelligence organisationnelle, qui déjà là est absolument impressionnante, parce que nous n'avons aucune façon d'organiser nos sociétés aussi efficacement que la forêt, mais il y a aussi une intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que ces arbres qui ont tout donné, qui ont soutenu la forêt, quand ils sont trop vieux et qu'ils tombent, on les vénère en leur redonnant une partie de la vie de la forêt pour qu'ils ne meurent pas vraiment. Et ça m'a beaucoup touché, cette forme d'intelligence, et je me suis dit, je crois qu'on a mécompris la nature. Et on a mécompris au fait que c'était une forme de vie tout aussi intelligente que la nôtre. Et ça m'a ramené aussi un peu à l'histoire de l'humanité, où l'humain s'est toujours cru au centre de tout. C'est sûr. Et puis ensuite, on s'est cru au centre de l'univers, on s'est cru... et puis plus on avance dans nos recherches, plus on se rend compte qu'en fait, on n'est pas au centre de tout. Et je pense que les découvertes qu'on fait actuellement au niveau de la nature nous montrent qu'on n'est pas forcément
la forme de vie au centre, la forme de vie qui a toute cette intelligence alors que les autres n'en ont pas. Et je pense qu'au fait, comme on exploite la nature, on se trompe complètement parce qu'on exploite un être qui est probablement aussi, si ce n'est plus intelligent que nous. Vous faites de la sylvothérapie? Non, vous ne faites pas? Non, je fais pas. Les câlins aux arbres? Ouais, des câlins aux arbres. Non, mais par contre... Vous ne faites pas ça? Je fais pas ça, mais je passe énormément de temps en nature. Parce que je vais pas embrasser les arbres. Je sais pas pourquoi, hein, peut-être que je devrais essayer. mais de m'asseoir sous un arbre, c'est génial. Ouais. M'asseoir sous un arbre, 5 minutes avec toi. Vous connaissez la chanson? Renaud. Chapitre 39, dans ce livre, hein, il faut évidemment le lire, hein, Sous les arbres du destin. Il y a un truc que j'ai vachement aimé, c'est la création du Conseil des sages, tous liés par un indicateur. Vous appelez l'indicateur du bonheur, qui est le bonheur intérieur brut. Voilà. Le BIB. BIB. J'ai trouvé ça, j'ai dit, mais il faut le mettre, il faut qu'il existe, cet indicateur du bonheur. Mais évidemment. Mais ça, alors, c'est une idée que je partage dans beaucoup de mes livres, et c'est une idée que je ne suis pas le seul à prôner, mais c'est au fait de la pure logique. C'est-à-dire qu'actuellement, la plupart des pays dits modernes et industrialisés mesurent leur performance au produit intérieur brut, qui est au fait le fameux PIB, qui est la capacité d'un pays de produire. Donc on est vraiment sur un indice très matériel de richesse, de production. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Ça, c'est une question à laquelle j'ai voulu répondre et ça fait longtemps que j'ai mon avis là-dessus. Donnez-le nous, dire. Alors, mon avis, c'est que l'argent fait le bonheur quand on n'en a pas assez, et puis à partir d'un certain moment, c'est plutôt neutre, et puis que quand on en a trop, c'est plutôt le contraire qui se passe. Donc, c'est pas une réponse oui ou non, c'est une réponse nuancée. Il ne faut pas être dans le besoin, parce que sinon, on est anxieux, si on a peur de ne pas pouvoir manger, de ne pas pouvoir dormir, de ne pas pouvoir éduquer nos enfants. Puis une fois qu'on dépasse un certain seuil et puis qu'on se rend compte, j'ai énormément de gens qui viennent me voir, des chefs d'entreprise, qui viennent me voir. Je veux développer mon intelligence intuitive parce que j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai une grosse maison, j'ai 3 voitures, je voyage en première classe, etc. Et je suis toujours pas heureux. Et alors ça, le nombre de discours qu'on m'a tenus, je sais presque quand j'ai quelqu'un qui arrive chez moi pour du consulting et je sais qu'il est chef d'entreprise ou je sais qu'il a beaucoup de moyens. C'est ça. Je sais qu'il va me dire ça. C'est immanquable. Donc je sais aussi qu'avoir trop d'argent, c'est pas le bonheur. Donc pour moi, l'argent n'est pas lié au bonheur. Il peut être corrélé au bonheur puis ensuite décorrélé au bonheur. Bref. Mais du coup, c'est pas ça qu'il faut mesurer. Il faut pas mesurer. Il faut pas avoir un indicateur de performance matérielle. Ce qu'il faut mesurer, c'est vraiment le bonheur. Est-ce que, je ne sais pas, en France, en Suisse, est-ce que Macron fait un bon job? Est-ce que le gouvernement suisse fait un bon job? La réponse devrait se trouver dans la différence du bonheur intérieur brut depuis qu'il a pris ses fonctions. Si le bonheur intérieur brut a augmenté, tant mieux, gardons-le. S'il a diminué, remplaçons-le, parce que c'est le but. Finalement, je trouve que le but de tout dirigeant devrait être d'augmenter ce fameux indice. Aujourd'hui, on ne le mesure même pas. Donc, comment on peut savoir? On le mesure dans les bureaux de vote. Ouais, mais c'est peut-être aussi une mesure du ras-le-bol. C'est vrai aussi. Ou de la contestation, c'est vrai. En tout cas, c'est vraiment une bonne idée. Comment est-ce qu'on pourrait le mettre en application, ça? Alors là, il y a beaucoup de... Moi, j'ai travaillé dans la recherche comportementale, donc de mettre des unités, des outils de mesure en place, je connais bien. Ce sera un peu technique de le développer ici, mais je crois que c'est dans mon livre, c'est dans Les âmes du temps perdu, où je donne un peu plus, il y a un chapitre là-dessus, où je donne un peu plus d'indications. Mais en gros, c'est d'avoir... de comprendre, au fait, ce qui rend les gens heureux. Et ça, il y a beaucoup d'études. Il y a Harvard, par exemple, qui a fait une étude longitudinale sur 30 ou 40 ans, sur ce qui rend les gens heureux. De comprendre ça, et puis ensuite, de demander aux gens, sur une vingtaine de critères, de leur demander où ils en sont. Et puis ensuite, pour chaque personne, on peut avoir une
notes de bonheur intérieur, de bonheur personnel, et puis l'addition et la moyenne de ces notes donnerait le bonheur intérieur brut d'une communauté. Parce que à l'échelle de l'humanité, ce fameux BIB serait sans doute complètement différent en fonction des cultures, en fonction des civilisations, en fonction de... le bonheur n'est pas équivalent. Il n'y a pas une trame spécifique du bonheur. Ça serait trop facile. Il y a aussi des aspects culturels, évidemment. Ouais. Je pense que chaque pays qui Surtout les aspects culturels même. Oui. Vous ne dites pas, si vous posez la question, et je pense à un ami qui a fait un très bon documentaire là-dessus, pour vous, c'est quoi le bonheur ? Vous ne posez pas cette question, vous n'avez pas en tout cas les mêmes éléments de réponse à quelqu'un qui se trouve en Afrique profonde, par exemple, ou quelqu'un qui va se trouver dans une grande métropole ou dans un cabinet d'avocats. Ils n'ont pas les mêmes besoins ni les mêmes envies ou les mêmes désirs. Absolument. Par contre, je pense que les critères de base, c'est la santé, c'est le réseau social, c'est la sécurité. Donc, il y a des critères de base, je pense, qui sont communs. Puis ensuite, il y en a d'autres. Moi, je pense que ce sera plutôt l'interprétation de la note qui va dépendre d'aspects socioculturels. C'est-à-dire que dans un pays où s'occuper des personnes âgées, c'est très important, c'est ce qu'il y a de plus important. Effectivement, s'il n'y a pas un bon système pour cela, le bonheur intérieur brut sera beaucoup plus affecté que dans un pays où c'est normal que les personnes âgées aient en EHPAD. Donc, je pense que c'est ces aspects-là qui vont influencer. Les aspects de mesure, je suis moins sûr. Je pense que les aspects de mesure, si on a une vingtaine d'aspects de mesure, on pourrait trouver 20 critères qui sont plus ou moins identiques, quelle que soit la région du monde où on vive. Parce que quand vous prenez, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je prenais l'exemple de l'Afrique, vous avez des civilisations qui meurent de faim tous les jours. Évidemment, leur bonheur passe par le fait de pouvoir manger à leur faim, alors que vous avez des grandes métropoles avec des gens qui vont se dire quelle est la nouvelle voiture que je vais pouvoir prendre en leasing dans 3 ans quand je vais la changer. On n'est pas du tout sur la même dimension du bonheur. On est sur la même dimension du bonheur, mais on n'est pas sur le même degré. C'est-à-dire, on pense tout de suite, quand vous dites ça, on pense tout de suite à la pyramide de Maslow, où on sait que si les besoins primaires ne sont pas comblés, les besoins secondaires n'entrent pas en ligne de compte. Et c'est ce que je disais quand vous m'avez posé la question, est-ce que l'argent fait le bonheur ? Il fait le bonheur. En Afrique, l'endroit où vous avez, je ne sais pas si on prend le Darfour où les gens crèvent de faim, c'est une question d'argent. C'est-à-dire que c'est une question matérielle, c'est une question de base. Et comme la base n'existe pas, le bonheur sera très très faible. En France, on devra quand même mesurer que la base, que les gens n'ont pas faim, que les gens aient la sécurité, mais c'est presque un acquis. Donc c'est des critères du second étage ou du 3e étage de la pyramide de Maslow qui seront importants. En tout cas, c'est un joli roman qui, au-delà du dépaysement des personnages, de la singularité des personnages, permet aussi de se poser des questions, parce que c'est ça l'objectif aussi, se poser des questions existentielles sur notre civilisation, sur ce que l'on veut pour nos enfants, parce que je pense que les dés sont jetés pour nous, mais enfin, je sais pas si on peut peut-être faire évoluer les choses, mais c'est surtout, moi je vous assure, j'ai des enfants et je me pose vraiment cette question. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Qu'est-ce qu'on laisse ? Au-delà de l'aspect écologique, économique, sécuritaire, etc. Vraiment, je me pose cette question. Et je pense que c'est tout à votre honneur. Moi aussi, je me la pose, et c'est pour ça que j'écris des choses comme ça, et je pense que c'est pour ça que vous faites des émissions comme ça. C'est pour influencer, parce que seul, on va rien faire. On voit bien dans ce livre que pour faire quelque chose, il faut une communauté, il faut des gens qui pensent, qui reconnaissent, dans le livre, c'est qu'ils reconnaissent, au fait, l'intelligence et la puissance de la nature et qui décident, au fait, de collaborer avec. C'est un changement d'état d'esprit, mais un changement d'état d'esprit ne peut pas se faire seul. Ça doit se faire en communauté. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai fait un peu la moue quand vous m'avez dit « nous, c'est trop tard ». Je pense qu'au contraire, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce que vous faites tous les jours, ce que je fais moi à travers mes romans, c'est exactement ce qu'il faut faire pour changer une personne à la fois, mais changer les états d'esprit. Sauf que l'effet papillon du changement dont je parle
Ce que je veux dire, c'est que quand je dis c'est trop tard pour nous, on n'en verra peut-être pas les résultats. Même si on parle de l'instant présent, de l'action de l'instant présent, et que sur l'instant présent, on peut vivre les choses. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on met en place aujourd'hui, peut-être que les effets bénéfiques arriveront pour les générations de nos enfants. Je pense, peut-être que je me trompe. Réinvitez-moi dans 30 ans et puis on enregistrera dans une forêt. Enregistrera, exactement. On fera les émissions là-bas. En tout cas, c'est passionnant et c'est toujours intéressant d'avoir votre vision de la vie. Mais c'est vrai que ce livre, c'est une fiction spirituelle autour de l'histoire du territoire de ce Walala, comme on dit, où on parle d'écologie, de connexion à la nature, d'amour, de relations humaines et de liens d'âme, de chamanisme aussi. On parle évidemment de mémoire cellulaire, du transgénérationnel, d'héritage familial. Enfin, je veux dire, on retrace le spectre de tous ces sujets qui vous fascinent et qui aujourd'hui vous donnent envie d'écrire, d'expérimenter et de proposer votre expertise dans des immersions et des week-ends immersifs que vous mettez en place. Oui, absolument, parce que pour moi, en fait, tout ce que vous avez cité, c'est s'ouvrir à ces choses plus subtiles de la vie. Et en s'ouvrant, dans ce roman-là, on voit bien qu'en s'ouvrant à ces choses plus subtiles, tout d'un coup, on s'ouvre aussi à une communication, à une harmonisation avec la nature, qui, ce que le constat que je fais sous les arbres du destin, c'est que la nature est sous nos yeux, et pourtant on ne la copie pas, on ne s'en inspire pas, a réussi des organisations complexes, là où nous, on échoue. Regardez, vous êtes chef d'entreprise, c'est une petite entreprise, donc tout va bien. Je vous le souhaite et je ne vous le souhaite pas, mais si d'un coup vous commencez à dépasser les 200 employés, vous verrez que l'organisation de la structure va être problématique. Elle l'est déjà. Aujourd'hui, elle l'est déjà. Aujourd'hui, elle n'est pas simple. Et puis quand on part sur des structures multinationales ou sur des structures d'organisation gouvernementale, on se perd dans la structure. Alors que la nature, pas. La nature, elle peut organiser une forêt aussi grande que l'Amazone, la forêt amazonienne, et tout fonctionne. C'est vrai. Et c'est pour ça que je me dis, c'est se mettre à l'écoute de ces choses plus subtiles. Dans le livre, on voit qu'ils arrivent à communiquer et ensuite à influencer la nature, justement, pour qu'elle travaille avec la communauté. En symbiose. En symbiose avec la communauté. Et on voit qu'ils arrivent à faire des choses. Justement, c'est peut-être ça qui vous fait penser, on passe dans Avatar, elle arrive à faire des choses qui nous paraissent incroyables et aussi tellement belles. Mais moi, je pense qu'on n'y est pas loin. C'est juste qu'on n'est pas réceptif à ces signaux subtils. Comme on n'est pas réceptif à l'intelligence intuitive, on n'est pas réceptif à l'organisation de la nature alors qu'elle a lieu sous nos yeux. Et que si on regardait ça un peu mieux, si on écoutait ça un peu mieux, si on essayait de comprendre au fait comment nous aussi, on peut rentrer en contact et en communication avec, alors là, on pourrait réaliser des grandes choses. Et j'espère qu'on n'a pas besoin d'attendre 30 ans pour se revoir et pour qu'on ait compris ça, parce que ça existe. David Perroux, l'homme résolument optimiste. Voilà, et ça, on l'a bien compris. Merci infiniment, David. Merci aux éditions Jouvence, évidemment. Plus, on va le mettre plein écran, si Mathis peut nous faire ça, pour qu'on puisse le voir. Voilà, et puis, évidemment, tous les autres qui sont ici. Lisez, devenez génial. Ça aussi, ça va vous permettre. On avait parlé aussi, je crois, dans la précédente émission de l'intelligence artificielle, il me semble. Non, oui, tout à fait. On avait parlé de ça aussi. On a beaucoup parlé, parce que, en fait, dans Devenez génial, je mets vraiment l'intelligence intuitive, dont on a reparlé aujourd'hui, en liaison avec l'intelligence artificielle, qui, elle, au fait, vient commencer à grignoter sur le territoire de l'intelligence intellectuelle, sur notre mental. Mais si j'ai un bon souvenir, revisionner l'émission, mais si j'ai un bon souvenir de notre échange, vous m'aviez convaincu, en tout cas en disant que l'intelligence artificielle n'avait pas ce que nous avons, c'est-à-dire l'émotion. L'intelligence artificielle... Et c'est ce qui permet d'être un peu optimiste sur ce que certains nous décrivent comme la transformation de l'humanité. L'intelligence artificielle, elle essaie de répliquer l'intelligence intellectuelle. Elle essaie pas de répliquer. Elle essaie d'imiter, mais c'est sans les avoir, l'intelligence émotionnelle. Et elle a des années-lumière de l'intelligence intuitive. Donc, c'est ces autres... En fait,
la combinaison de ces 3 formes d'intelligence, intellectuelle, émotionnelle et intuitive, il y en a peut-être d'autres, hein, mais pour faire simple, qui nous met, au fait, qui nous rend encore très différents de l'intelligence artificielle. Et au fait, je traite vraiment de ce sujet à fond dans le chaman du Pacifique, où j'oppose justement un chaman qui a, lui, son intelligence intuitive complètement ouverte depuis les tout petits, parce qu'il a vécu dans la forêt, il sait parler aux arbres, etc. On en revient. Et qui se retrouve, par les heureux hasards de l'histoire que je vous laisserai découvrir, qui se retrouve au cœur de la Silicon Valley, confronté à l'intelligence artificielle. Et on voit bien, dans ce roman-là, on voit bien les 2 types d'intelligence. Et la question ultime du roman, c'est est-ce qu'un jour l'intelligence artificielle aura cette même capacité que nous de se connecter au web de l'univers? Puis la réponse, je ne vais pas vous la spoiler ici sur le plateau, mais bien sûr. Pour moi, là, on parle vraiment de est-ce que dans très longtemps, les machines pourront faire tout ce que l'humain fait, mais ça inclut cette fameuse connexion à quelque chose de plus grand. Et ça pose aussi la question, qui va décider? Est-ce que c'est la machine qui va décider, je veux me connecter au web de l'univers, ou c'est l'univers qui va décider? Moi, je suis d'accord de partager cette information avec une machine, ou pas du tout. Moi, je suis au service du vivant. Merci en tout cas, David. Merci Marc. Merci infiniment. Vous allez partager, bien entendu, commenter, j'en suis certain, et vous procurer chez Jouvence Roman le livre, le dernier, Le petit bébé de David, Sous les arbres du destin. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. À très bientôt.